les sessions d'aquest col·loqui amb aquesta ponència inaugural, teniu en el programa, a càrrec de la senyora Claude Danjean. La senyora Claude Danjean és professora titular d'Història Medieval a la Universitat de Perpinyà Via Domícia. Està especialitzada en Història de les Comunitats Jueves a l'Edat Mitjana, particularment a la Corona d'Aragó, i la seva recerca se centra en la història social, econòmica i religiosa dels jueus al Pirineu Oriental i a la península Ibèrica medieval. La seva tasca de recerca s'ha orientat principalment a aquestes temàtiques de història de les comunitats jueves al Pirineu Oriental i a la península Ibèrica medieval, el crèdit jueu a les zones rurals catalanes dels segles XIII i XIV, la interacció entre jueus i cristians a l'edat mitjana i la història de les dones a l'Europa des de la prehistòria fins a la il·lustració. Té una sèrie de publicacions que ara seria llarg de destacar i li agraïm molt que hagi volgut acceptar la nostra invitació. Té previst parlar-nos de el pagès, l'artesà i el mercader, reflexions sobre les relacions entre producció i comerç a la regió pirinenca. Hem reservat una hora per a aquesta intervenció, amb el benentès que la ponent pot disposar d'aquest temps, comptant que necessitarem potser uns minuts abans per dedicar-los a diàleg, a debat amb els assistents. Però té la paraula. Endavant, com vulgui. Si vous m'entendez, alors merci beaucoup de votre invitation et je voulais présenter à tout le public et aux organisateurs mes excuses. J'ai vraiment été déçue. J'étais vraiment trop fatiguée pour pouvoir bouger. Et je voulais aussi, je regrette aussi de ne pas vous parler catalan, mais je pense que je serais mieux compréhensible en français, en catalan n'étant pas parfaitement excellent. Je voulais vous présenter un panorama des études de l'espace transpyrénéen au sujet donc del pagès, de l'artisan et del mercader, en faisant d'abord un état des lieux de l'histoire médiévale transpyrénéenne à partir des pôles académiques, et ensuite en proposant une lecture rapide de la bibliographie et enfin en proposant également quelques nouvelles manières de faire des recherches, en espérant justement que cet espace transpyrénéen peut prospérer intellectuellement. Donc d'abord, un état des lieux au sujet de l'histoire médiévale transpyrénéenne. Cette histoire dépend de la relation entre des pôles académiques anciens et des pôles plus récents. Donc, les principales institutions académiques qui s'attachent à l'exploitation des riches fonds notariaux, municipaux, ecclésiastiques et royaux de Catalogne restent les universités frontalières. Alors d'abord au sens strict, mais ce sont les plus récentes, à savoir Gérone et Perpignan, ou bien les centres originels de recherche qui étaient Toulouse et Barcelone. Ville auxquelles d'ailleurs on pourrait rattacher artificiellement et par-delà l'océan les universités américaines, je pense à Bison, Schindler, Deineder, Bench, Nuremberg, Rebecca Leviner et Sarah Eftig. Donc on a déjà une riche tradition d'histoire économique et sociale, et elle a été soutenue par l'intérêt érudit sur les Pyrénées. Et cet intérêt est né des échanges toulousains et barcelonais du temps de Philippe Wolff, donc à la fin des années 50 et au début des années 60. Philippe Wolff, qui est l'auteur d'une thèse sur les marchands de Toulouse, envoya ses étudiants vers la Catalogne. Donc, évidemment, vous connaissez Pierre Bonassi qui a étudié la période féodale, et ensuite Michel Zimmermann, qui a étudié les mêmes sources, mais d'un autre point de vue, du point de vue culturel. Et Maurice Berthe,
qui était parti à Barcelone étudier la fiscalité catalane pour son diplôme d'études supérieures, avant de travailler sur la Bigorre, puis de migrer vers l'ouest, puisqu'il a travaillé sur la démographie navarraise. C'est de ces échanges fondateurs qu'est issue la recherche universitaire française et les échanges entre la Catalogne et la France. En effet, du temps de Philippe Wolf, les échanges étaient très importants avec par exemple l'Université de Barcelone, avec Carme Ball et Gala, et puis surtout plus tard du temps de Joseph Salrac et de Mercier-Aventin qui ont beaucoup développé l'histoire rurale, plus spécifiquement économique, d'autant plus qu'elle était marxiste, ce qu'on n'avait plus vraiment en France, à l'Université Pompeu Fabra. Le pôle s'est ensuite déplacé à Gérone, avec Luis Figueras et Pere Ortigoz, pour la médiévale, bien sûr, pour la fiscalité et pour les études rurales, dont le séminaire de master permis à des étudiants de découvrir la documentation fiscale, récemment, dans les années 2000, ou bien les marchés de la terre, ce qui a donné de beaux travaux et de belles thèses dans ce domaine. Du côté toulousain, puis perpignanais, il fallut attendre les années 2010 pour que de nouveaux masters et de nouveaux thésards prennent le chemin de Barcelone et de Gérone. En effet, entre la grande période des années 60 et nos jours, le pôle des études catalanes s'est défait un petit peu, ou du moins s'est dispersé, avec l'élection à l'Université de Savoie de Christian Guillozet, qui a travaillé sur Gérone, dont deux élèves, Anthony Pinto, dont nous reparlerons, et Sandrine Victor, prirent le chemin de Gérone. Ensuite, avec la constitution à Bordeaux d'un groupe qui visait un travail sur une base prosopographique à la Maison des pays ibériques, sous l'autorité d'une spécialiste des Gascons qui avait essayé de migrer vers la Catalogne, Françoise Lenné. Cet essaimage du pôle toulousain s'est poursuivi. Mais il n'a pas abouti immédiatement à des recherches sur l'espace transpyrénéen. Alors on le voit, cette histoire sociale de l'économie de l'espace transpyrénéen, celle qui envisage le rôle de la production agricole et artisanale, l'influence des métiers, des marchés, des foires, n'a pas suivi une route linéaire, mais dépendit à la fois du rayonnement de certaines recherches, des élections aux postes universitaires, mais aussi depuis 1990 de programmes de recherche internationaux, soutenus en particulier par la Casa de Velázquez et le CISIC de Barcelone, à travers, ou en l'absence d'ailleurs, c'était souvent du bricolage, de programmes dédiés. Alors il y a eu les PIX, CNRS, et désormais les programmes européens transfrontaliers POC-TEFA. Les institutions les plus pérennes ne visaient pas à proprement parler des études transfrontalières. Aujourd'hui d'ailleurs, il faut souligner, auprès des jeunes chercheurs, même en présence d'une reconnaissance politique européenne de l'interaction des régions frontalières, se dédier à l'observation des évolutions des deux côtés des cols pyrénéens doit s'insérer dans des groupes internationaux qui n'ambitionnent en aucune façon une histoire locale ou régionale, ou même supralocale, mais au contraire qui envisagent d'éclairer l'historiographie et de répondre aux questionnements historiques actuels grâce à la richesse et à l'originalité de cet espace transpyrénéen dont nous pourrons parler. Donc, ce rapide survol d'une généalogie académique des historiens médiévistes a montré combien l'état de l'art s'est formé sans réel dessin cohérent ou suivi. Le plus symptomatique du côté français reste la gestion des héritages bonassiens, où les relations entre Toulousain, Languedoc et Catalogne, pourtant bien réelles au Moyen-Âge et plus tard, sont intéressantes à étudier, mais n'ont jamais été vraiment pensées. Pas plus, d'ailleurs, que celle d'un axe pyrénéen qui irait de Roussillon vers l'Aragon et vers la Navarre, et pourtant, on a des traces d'échanges, par exemple, les spécialistes du fer de Navarre qu'on voit passer à Pucerda au milieu
XIVe siècle. Résultat, actuellement, l'état de l'art constitue un archipel entre les îles duquel il conviendrait de repérer des constantes, des césures et des rapports. Il n'existe pas d'études transpyrénéennes, mais un ensemble de thématiques capables de renseigner une cartographie, une prosopographie, une description économique de cet espace. On peut faire un petit tableau des thèses de part et d'autre de la frontière concernant l'histoire économique. En fait, on trouvera essentiellement des monographies, bon, ce qui est très naturel pour des doctorants, tant qu'actuellement on ne peut pas travailler durant de longues années. La fin des travaux d'études urbaines qui ont permis de connaître Gérone par exemple ou Berga a laissé la place au tableau présentant le paysage rural par exemple. Alors on a le Vallès, il y a déjà une quinzaine d'années, le Barcelonais, les Marais. On a aussi des secteurs d'activité dans certains espaces. Alors par exemple la pêche au Cap de Creuse, la soierie barcelonaise qui a été étudiée à l'instar de la soierie valencienne, mais qui est évidemment moins connue. La poterie, le blé, les moulins meuniers ou les moulins foulons, en reprenant une thématique déjà signalée du temps de Marc Bloch et qui est sans doute une thématique extrêmement porteuse parce qu'elle permet de voir à la fois un artisanat, à la fois une industrie, des financements originaux et de porter des tas de recherches sur la draperie, sur le pain, enfin sur des thématiques extrêmement diverses. Des catégories sociales ont également été observées. J'appelle catégories sociales, et je le fais exprès, les Italiens par exemple, ou les Juifs, qui sont soit des étrangers, comme certains Italiens, soit des locaux qui peuvent être des citoyens ou qui peuvent devenir des citoyens, comme l'a montré Elisa Soldani pour Barcelone, ou moi-même pour les Juifs. On sait également ont été étudiées des questions problématiques qui permettaient d'éclairer des questionnements beaucoup plus larges. Par exemple, on a les structures socio-économiques qui ont été étudiées dans le territoire de Lick au XIIIe siècle. On a étudié la servitude à travers les Remens de l'Aumône du Pain de Gérone. Donc, tout ça, c'est à l'université de Gérone. L'administration municipale de Terrasse, mais également le marché de la terre, naturellement, j'ai envie de dire, et du côté perpignanais, la frontière, en particulier celle de 1258. Alors, l'unité de ces recherches, en fait, elle est catalane. Elle provient plutôt de la documentation étudiée et des problématiques qui sont intégrées dans ces programmes de recherche italo-franco-espagnols ou anglo-espagnols. En fait, les principaux fonds demeurent les fonds notariaux et les fonds fiscaux du maître national à la couronne d'Aragon, la procuration royale du Roussillon et de Cerdagne, suivis par des documents municipaux qui sont très abondants en Catalogne, mais aussi dans le midi de la France, justement pour Toulouse ou pour le Piémont pyrénéen. Suivi évidemment par l'abondante documentation de la chancellerie royale qui inclut la documentation judiciaire. Parmi les fonds notariaux, ceux de Gérone, de Castillo d'Empurias et de Perelada, de Pucerda et de Perpignan sont sans doute les plus riches, les plus continus, les plus anciens. Alors, les plus anciens registres étant à vie, vers 1230, mais les séries continuent commençant en 1259 à Perpignan et à Pucerda. De fait, les recherches s'organisent en fonction des archives, dont la prolixité attire en Catalogne. C'est les chercheurs que je vous ai nommés au début, autant de France que des États-Unis.
Les thématiques d'histoire économique méditerranéenne et occidentale ont favorisé le développement de certains thèmes à travers donc, le recrutement d'enseignants-chercheurs qui avaient écrit leur thèse dans ces programmes. La plus emblématique, c'est sans doute l'équipe catalano-française, enfin internationale, mais d'abord catalano-française, qui a étudié la fiscalité sous la direction de Manuel Sanchez Martinez et de Denis Menjot à Lyon, auxquels ont succédé Pérez Verdes et Arrangin. Parmi les programmes d'anthropologie et d'histoire économique, c'est sans doute le marché de la terre qui a le plus d'influence, donc ici sous la direction de Luis To Figueras, et également l'histoire de la consommation, avec toujours Luis To, mais également le groupe de Tony Furio à Valence et de Christeyer à Angleterre. Donc reliés à ces sujets proprement économiques et distincts à la fois, les travaux sur les Juifs sont soit des travaux d'érudition catalans, soit des recherches doctorales américaines ou françaises. Il n'existe donc pas actuellement de réflexion sur la constitution d'un espace transpyrénéen qui serait central et dépasserait la problématique choisie pour les recherches, comme les marchés ruraux, la consommation, les crises frumentaires, les crises sociales. Pourtant, divers travaux de médiévistes montrent clairement que cette question est d'autant plus pertinente que les régions méridionales de la France appartenaient entre le XIIe et le XVe siècle à un espace culturel et un espace de pouvoir cohérent. C'est donc la logique étatique des époques postérieures au traité des Pyrénées qui prévaut dans ce domaine. Et du point de vue d'un médiéviste, c'est plutôt triste. Lorsque les historiens français travaillent sur la Catalogne, ils le font comme tous les autres, du point de vue catalan, sans élargir leur échelle d'observation, alors qu'ils en auraient les moyens scientifiques, puisque dans leur laboratoire, on étudie aussi le midi de la France. Et c'est particulièrement le cas dans notre laboratoire à Framessin. Donc, de fait, si Philippe Wolf a envisagé l'importance d'une vision transpyrénéenne sans pouvoir la mener à son terme, à partir de son point de vue, des archives toulousaines et languedociennes, les élèves de Pierre Bonassi, chercheur reconnu sur la Catalogne, même si ensuite il a écrit sur le Midi, n'ont pas développé ces possibilités. Et donc la bibliographie documente mieux les relations du Piémont, par exemple entre la Navarre, l'Aragon et la Catalogne. Pour le commerce de fer, là, c'est Inigo Mugueta qui l'a fait, que les relations transpyrénéennes. On a des travaux, par exemple, sur le rapport entre l'Aragon et la Catalogne, bon, qui sont des rapports d'ailleurs importants et intéressants, mais on n'a pas l'équivalent sur la région transpyrénéenne. Donc on le voit, un parallèle entre le Midi languedocien et la Catalogne ou le Roussillon sont oubliés. Il faut envisager les échanges régionaux, le grand commerce, la transhumance, pour que les frontières soient franchies. Donc moi je voudrais vous proposer une lecture des thèses barcelonaises, gironaises et perpignanaises de ces dernières années, et puis des ouvrages qui sont sortis, pour vous proposer des échelles pertinentes d'un espace transpyrénéen, qui se lisent, pas en filigrane, mais qui se lisent dans les monographies, mais qui exigent une synthèse, une comparaison qui n'est pas proposée par les auteurs. Alors, les travaux publiés offrent l'opportunité de dessiner un espace où la montagne fait se rejoindre de Piémont, où elle n'est pas une barrière, ça on le sait depuis longtemps. Cette terre se constitue à travers des échanges aux voies et aux directions changeant avec la conjoncture. Il se définit également à travers une communauté de pratiques, en particulier la pratique notariale. À la lecture des ouvrages disponibles, nous pouvons donc proposer un tableau que les compléments d'études dédiés pourraient sans doute préciser et nuancer. Alors, les thèmes qui ont déjà été étudiés permettent de connaître des lieux de rencontre de cet espace transpyrénéen, puisque nous avons un essai de synthèse sur les marchés et foires du côté catalan, qui fait écho aux travaux de Judica et Petrovic sur le Piémont pyrénéen, et Poissonnement également sur l'espace aquitain. Donc les marchés et foires peuvent être un point de départ que je vous proposerai ensuite. Des travaux sur les cisternes
Persiens ou les travaux sur le pastoralisme ont montré également comment, alors là beaucoup plus loin que le Piémont, hein, jusqu'à l'Aquitaine et aux pays valenciens, les Pyrénées proposaient des espaces qui sont des estives à la fois partagés, lieux de concurrence, qui peuvent réunir ou non les troupeaux des deux versants. Sont documentés également la création d'un réseau et d'un maillage à travers des passages, passages de marchands, passages de juifs, qui ont été ponctuellement étudiés, assez mal étudiés parce qu'on n'a pas toujours vraiment la documentation, parce que ces passages étaient tellement naturels qu'ils n'exigeaient pas d'être enregistrés. Certaines études ont permis de reconstituer les sentiers, les lieux d'étape. La frontière a été étudiée également. Alors, la frontière politique avec l'ouvrage de Stéphane Péquignot et de Pierre Savy, dans lequel Fossel Sabaté a écrit un article qui nous intéresse, mais également sur la manière de vivre avec la thèse de mon étudiante Margot. On peut également documenter les migrations d'affaires, la vie des marchands étrangers, et nous avons également quelques biographies de marchands locaux. Enfin, les flux, soit de produits stratégiques, soit de contrebande, de fraude, j'ai envie de dire. La production et la consommation ont été ponctuellement envisagées. La leçon qu'on peut en tirer d'ailleurs, c'est que les flux s'inversent selon la situation économique et politique. D'autre part, les métiers, alors en particulier la boucherie, qui est très bien documentée et qui a été étudiée à Barcelone, mais l'étude de Banegas permet d'aller jusqu'aux Pyrénées, et la construction, ce sont les travaux de Sandrine Victor. Donc ces métiers, ou plutôt les zones de métiers, ont été étudiés pour la période médiévale. Et évidemment, cette étude est beaucoup plus documentée pour la période moderne. Et enfin, les associations et le financement peuvent être envisagés. Donc je vous propose de tirer le fil des marchés et foires et de voir si cette thématique nous permet d'envisager certaines questions qui pourraient être nouvelles. Alors, les marchés et les foires n'ont pas été étudiés d'un point de vue comparatiste dans l'espace pyrénéen, dans l'espace des Piémonts, et donc une comparaison entre les deux réseaux de foires de Piémont. Même si une équipe franco-espagnole a travaillé sur les marchés locaux, les petits marchés, hein, sous la direction en particulier de Judy Calais Petroviste qui s'intéresse à ces questions. Il y a donc eu un colloque à la Casa de Velasquez et il est en open édition, on peut donc le consulter très, très facilement. Les études inégalement réparties et conduites sous des modalités très diverses ne permettent pas de savoir si les deux versants des Pyrénées constituent un réseau hiérarchisé ou interdépendant. Il semblerait plutôt qu'on ait un semis qui n'est pas parfaitement connecté, qui n'est pas connecté continuellement, on va dire. Du côté catalan, le matériau que représentent les textes juridiques était pourtant rassemblé depuis le milieu du XXe siècle, avec la somme de José María Fontirius, qui a édité toutes les chartes de peuplement et de franchise de Catalogne entre 1969 et 1983. Des synthèses sont également disponibles, et c'est le cas d'une histoire économique des foires en Catalogne, par Albert Carreras et Lydia Tora, qui était paru en 2004. On a aussi des semaines de Prato en 2000 qui se sont intéressés aux foires et
et au marché. Et donc c'est les semaines de Prato, donc c'est un ensemble d'articles qui ne traitent pas de la région qui nous intéresse, mais qui permet d'avoir une vision des foires et des marchés. Et plus récemment, une équipe franco-allemande a travaillé sur ces questions, mais c'est bien gardé d'envisager la connexion entre le grand axe italien, de l'Italie à la Flandre, passant par Lyon, connexion qui pourrait être envisagée vers le Languedoc, le Lauragais et la Catalogne. Donc c'était une équipe sous la direction de Jean-Louis Gaulin. Alors les ouvrages sur les foires de Catalogne reprend les conclusions issues des monographies. Si on prend l'exemple du Vallès, par exemple, mais on pourrait prendre aussi la Marèze, le Llobregat, le Gironès, on voit qu'en Catalogne, les marchés semblent spontanés, se sont développés au croisement des voies de communication, bon, ce qui n'est pas quelque chose de très extraordinaire, de très étrange. Bon, c'est vraiment la vision géographique traditionnelle qui prend en compte la situation des lieux. Et ces carrefours dits stratégiques, où le centre de vallée pyrénéenne et les grands axes de communication auraient porté des marchés. Alors cette description, il faut sans doute la revoir d'ailleurs, même si elle donne un point de départ. Alors les grands axes de communication seraient l'ancienne voie romaine, Barcelone, Mérida, Saragosse, les vallées de l'Èbre, les vallées du Llobregat, le littoral méditerranéen. Mais on verra qu'il est intéressant de comparer avec les routes plus en altitude, qui peuvent se développer, par exemple, justement au milieu du XIVe siècle, à l'époque des crises des guerres, tant du côté français que du côté ibérique, guerre des deux pierres et guerre de Cent Ans. Alors, les conclusions de l'ouvrage sur les foires de Catalogne portent une thèse. La foire correspond à un stade primitif du commerce, condamné par l'intensification des échanges et son corollaire, les sortes de marchés, puis des boutiques, à la spécialisation. Et d'ailleurs, Judicae Petrovis notait la primauté des rencontres religieuses ou la protection des châteaux et des abbayes pour garantir la paix du marché. Mais remarquez que la foire trouve un terrain particulièrement propice dans les régions marquées par une faible densité de peuplement et encore mal intégrées à un marché plus large. D'autre part, il faut noter l'importance des sauvegardes seigneuriales. Par exemple, en 1033, le synode de Vic qui accorde un certain nombre de privilèges concédés aux marchands qui fréquentent la foire. Donc, des sauve-conduits, sauvegardes, exemption de l'œuvre et péage. Bon, tout ça, c'est classique. Ce qui nous intéresse surtout, ça concerne la territorialisation qu'appuient ces foires. Le réseau des marchés ruraux, favorisé par les surplus ruraux de la croissance, témoigne de l'essor d'une économie régionale de relations qui repose sur une commercialisation croissante, sur les échanges avec les contrées voisines et sur le dynamisme de ports dont l'activité profitait du grand commerce méditerranéen et de la politique expansionniste catalane. Le retournement de conjoncture motive l'accentuation du contrôle municipal. Le déclin du commerce maritime à la fin du XVe siècle, loin de les détruire, favorise ces foires. Donc cet ouvrage de 2004 peut assurer une étude sur la longue durée. Moi, j'ai pris seulement les conclusions médiévales. Et supporter des questionnements sur les relations entre les royaumes limitrophes qui constitueraient ou non un espace pyrénéen. Mais la lecture des monographies catalanes dans cette voie nous aide. Ainsi, l'observation du lien entre l'essor des petits bourgs et le marché est repérable, par exemple à Granuillère, dès 1075-1080.
Et l'influence du marché de Granuaile dépasse le Valais, s'étend jusqu'à la Marelle. On a également le marché de Calde. Et d'ailleurs, le marché est nommé avant la ville, en 1113. On parle de la Via Publica qui va al Mercato. Ce marché était spécialisé dans le grain et l'huile. On pourrait parler de Saint-Simoni, qui avait un privilège du vin, privilège de la leude à travers les transactions du marché. De Villa-Major, bon, je passe. Il mériterait cependant de voir préciser comment, entre le XIIIe et le début du XVe siècle, l'intégration dans le domaine royal, à travers les privilèges, mais aussi par la justice royale, le notariat et les enquêtes, témoigne de la prise en main de la production locale par des hommes du roi, ou d'échangeurs, qui opéraient à l'échelle de l'État royal et bénéficiaient de relations internationales grâce à leurs relations avec les grands marchands. Alors cette question, je propose de la poser parce que en Pénédes, que j'ai étudié au sujet de l'usure, bon, à partir des procédures judiciaires de la Cour royale, on voit que à travers un viguier qui est très connu, qui est déjà cité par Carme Bayard, Bayle et Gaillard, Barthomé de Mans, qui était un viguier de Jacques II, lié au changeur Bérenguet de Finestre, les campagnes et les marchés locaux, alors en Pénédes c'est la boucherie, mais ça peut être autre chose, étaient l'objet d'essais de prise en main par des gens qui étaient très proches du roi et qui là en l'occurrence se montrent très indélicats et très violents. On pourrait prendre également l'exemple des Moncades, donc seigneurs catalans proches du roi, et dont une branche fit souche en Béarn, et se demander s'ils furent le vecteur d'une intégration régionale des marchés ruraux. Au fond, quelle est l'influence de la limite entre seigneuries et celle de la création de l'État royal féodal, dont l'impact est visible à l'échelle locale? Par exemple, dans le cas du Vallès, dont certains ruraux ne relèvent du roi qu'au début du XVe siècle. La thèse de Margot Costa sur la frontière, soutenue en 2024, a montré que les marchés locaux s'articulaient à diverses échelles et qu'il ne convenait donc pas de proposer seulement un modèle qui serait adapté à toutes les petites villes. Ainsi nomme-t-elle Puigcerdà, je cite, un marché bipolarisé entre Foix et Catalogne, où les investissements et les transferts de marchandises s'opèrent suivant un calendrier marqué par les grandes foires cerdanes. Alors la principale, c'est celle de la Sainte-Marie d'Août, qui bénéficie d'un privilège royal concédé en juin 1182 par Alphonse le Chaste aux habitants de Puigcerdà, confirmé par Jacques le Conquérant en 1243. Les registres notariés montrent le poids que le volume de cette rencontre transpyrénéenne concerne pendant toute la période médiévale, enfin, disons au moins jusqu'à la moitié du XVe siècle. Si la foire s'ouvre officiellement le 15 août, l'essentiel se passe les jours suivants, ce qui correspond, on pourrait pratiquement aller jusqu'à la Sainte-Marie de septembre, c'est-à-dire le 8 septembre, qui est notre grand moment, à la vente de bestiaux de fin d'été, alors que les estives commencent à se vider. Entre 1245 et 1399, 20% des ventes transfrontalières de bestiaux sont conclues entre le 17 et le 20 août, et puis dans la période qui suit, on a ensuite des contrats qui se règlent. Alors, comme c'est toujours le cas ailleurs, non seulement cette saison est le moment de conclure les nouveaux contrats, en particulier les parceries, mais aussi de régler les créances. 15% des créances sont réglées. Par contre, durant les années très dynamiques de la fin du XIIIe siècle et du premier tiers du XIVe, la foire de la Toussaint, qui est créée, si on en croit le livre des privilèges de la vie à la fin du règne de Jacques le Conquérant, se développe surtout autour du commerce de mules et de mulets du comté de Foix. Un quart des créances contractées par les marchands de bestiaux sont remboursables à la Toussaint. Donc on le voit à travers ce cas, les foires constituent un système qui permet d'articuler les ventes anticipées de mulets et des bestiaux et l'échange réel de produits. On voit surtout que les réseaux marchands,
Dans ces réseaux marchands, l'association impose le recours au notaire, alors que les marchands qui agissent individuellement sont moins repérables. On voit que les terres du comté de Foix demeurent liées au Cerdan. Alors, c'est la Roquedol, la Vlanée, Mazères, Mérarès, Pamiers, Tarascon, le Razès, Chalard, Bouquillan. En fait, on retrouve les chemins nommés par les habitants de Montaillou devant l'Inquisition. Et il faudrait ajouter la Bastille de Sérou, dont on voit les marchands dans les registres fuxéens, qui se retrouvent certaines années à Puy-Cerdin. Les réseaux de muletiers cerdins sont, eux, visibles aussi dans les documents des archives de la couronne d'Aragon à la fin du XIIIe siècle. On les voit dans les communés. On voit le nom de muletiers importants qui reçoivent des sauf-conduits. De la même façon qu'on peut voir autour de 1306 des noms de juifs, et en 1380, dans la procuration royale, des noms de juifs également qui assurent des échanges entre le royaume de France, où ils cherchent à revenir pour récupérer leurs créances, et le Roussillon, où on tient à les conserver. Il faut remarquer que ce commerce international, qui stimule l'activité cerdane ou roussillonnaise, s'articule avec une production locale dont les cycles de financement sont calqués sur les récoltes. Et dans ce domaine, les Juifs occupent une place importante sans être dominants. Alors, deux points devront être mieux compris, cependant. D'une part, plusieurs types de marchés se juxtaposent, chacun développant l'aire d'expansion qui lui convient en s'appuyant sur certains paysans et certains artisans. Alors, les extranéis, ceux qui font enregistrer leur contrat dans les libris extranéoraux, ça veut dire ceux qui ne sont pas les habitants de la ville, sont issus de localités et d'espaces proches, mais aussi sont ce que nous nommons aujourd'hui des étrangers, comme les Italiens étudiés par Elisabeth Guzzi pour Castillo d'Empurias et pour la Cerdagne. Pour ces hommes, comme pour ceux qui viennent du Languedoc, la Cerdagne demeure un lieu de confins et de frontières, où l'installation n'est pas courante, et même où l'on passe rapidement. Tout au plus, on a un ou deux personnages qui s'installent pour une dizaine d'années. Et la comparaison avec Castillo d'Empurias est significative. Les produits de la montagne ne s'exportent pas massivement par mer. Les essais d'implantation, tant des Languedociens que des Italiens, restent rares. On a 4 cas, 6 cas, et ne durent pas plusieurs générations. Sauf si nous nous trompons parce que certains se sont tellement bien insérés qu'on ne les voit plus. Mais en fait, pour les Italiens, ça paraît très douteux. Tous les auteurs montrent que les marchés ne sont pas interconnectés très solidement ou très densément. En tout cas, dans les secteurs où la matière première garde un grand poids, par exemple l'élevage bovin ou ovin, qui fournit la viande, les peaux et les toisons. Les types de marchands, les types de financeurs diffèrent donc entre les espaces côtiers et les passages d'altitude. Et ceci rejoint les conclusions de Philippe Wolff, qui insistait sur l'aire régionale des maquignons et des bouchers, par exemple. Il conviendrait de développer ce point de vue en reprenant les travaux sur les estives partagées, un travail sur les sentiers, les lieux d'étape, parce que finalement, si le Puy-Morens n'est pas praticable en hiver, le Pays de Sceaux et les routes qui mènent en confins sont beaucoup plus empruntées. D'autre part, on constate en Cerdagne une spécialisation et une professionnalisation croissante durant la première moitié du XVe siècle. Un petit groupe de familles locales, alors tant chez les chrétiens que les juifs, obtient des positions dominantes. En général, on a 5-6 familles qui ont des positions dans les secteurs du transport muletier, du crédit rural, de la draperie, et surtout les tisserands. Et ce sont ces faits que nous souhaiterions approfondir dans les études des années futures, j'espère. Partir des foires offre ainsi un point de vue contrasté sur l'espace de production et d'échange. Visiblement, l'économie que nous observons est à la fois un monde du tout à crédit et une société où le bénéfice financier se construit sur la réalité productrice. On sait bien désormais combien l'économie médiévale est monétisée, mais le crédit pallie-t-il le manque de numéraire ou l'absence de liquidité? Ne serait-elle pas un moment pour s'associer plus aisément
faire circuler la richesse plus rapidement et facilement, alors que les véritables fortunes restent foncières ou plutôt rentières. John Brendel a montré qu'en Provence, on ne manquait pas de pièces de monnaie. Et il est donc revenu sur les hypothèses anciennes qui disaient que voilà, on faisait du crédit parce qu'on manquait de monnaie. Et il a été rejoint par les chercheurs qui ont publié récemment des études sur la monnaie dans la revue Keynes. L'analyse des relations économiques transpyrénéennes conduit à reconnaître des marchés, tant au sens juridique que topographique, voire urbanistique, dont le marché du village ou le marché urbain. Mais elle aboutit surtout à une description spatiale. Il ne s'agit pas tant de dessiner des flux, alors même si on les connaît, hein, les mules qu'a étudié Pinto, le fer de température hivernale, les draps de qualité moyenne qui sont produits, que de comprendre la construction d'espaces de relations. Les Pyrénées sont-elles d'ailleurs aussi originales que cela? Notre vision diffère-t-elle de celle des acteurs de l'époque? J'ai l'impression que non. L'analyse des transactions dans les Nova et Fabio médiévaux français met en avant l'existence de marchands qui transportent jusqu'au pouvoir, alors généralement c'est la Champagne, hein, des produits régionaux et qui travaillent grâce au financement d'associés qui sont purement leurs financeurs, comme ça se fait pour l'armement maritime, hein, et qui sont issus de leur ville. On a par exemple un marchand de Diocèse à travers la commande, le contrat de société et le crédit mutuel. Ils s'appuient sur leur réseau de marchands correspondants venus d'autres régions. Alors, ça entraîne des ruptures de charge, comme on en voit à Perpignan, à Puissata. Et puis ensuite, ils s'appuient sur leur réseau de marchands spécialisés qui là, apportent des produits issus de régions très éloignées. Bon, je pense aux épices. Dans l'espace transpyrénéen, ce qui illustre le mieux ce fait, c'est l'exemple des pigments de couleur qui sont assez bien connus, en particulier le pastel. D'autre part, le marchand évalue sa fortune par rapport à celle de ses semblables dans des villes portuaires, par exemple à Montpellier ou dans un autre espace, ce qui prouve qu'il domine un espace régional. Donc, enfin, on retrouve les marchands de Philippe Wolf, les marchands toulousains de Philippe Wolf. Les marchands qualifiés dans la littérature classique d'internationaux, hein, ceux de Pyrène, sont ceux qui commercent jusqu'en Orient ou en Afrique. Bon, ceux qui étudient Dominique Valérian ou Damien Poulon, par exemple. Mais de fait, ils agissent selon ces mêmes modalités, à travers un réseau et ses relais, par exemple à travers la cité de Majorque, vers l'Afrique ou vers l'Orient, qui a été étudié par un programme d'Ingrid Dussailles récemment. Le cas de l'entreprise d'Attigny reste assez unique par sa structure et par la conservation de ses archives, en quelque sorte accidentelles. Notons d'ailleurs que s'il y eut un correspondant de Dattigny à Perpignan, alors il y en a un par contre à Barcelone, bien sûr, ni la ville ni l'espace transpyrénéen n'étaient remarquables dans le réseau d'Attigny. L'espace roussillonnais se dessine pour sa part d'une toute autre manière que l'espace montagnard. Et là, il faudrait voir le bord sans rivage étudié par Damien Coulon, qui s'ouvre sur l'espace méditerranéen et où les nefs vont jusqu'à Alexandrie. Mais Perpignan est aussi une ville entre Languedoc et Catalogne, une ville de frontière, voire durant la période majorquine, une ville de 3 frontières. Et les flux qui la traversent transitent par son marché. Enfin, la ville est à l'instar de Puigcerdà le centre d'un espace rural, mais aussi un lieu essentiel de consommation et même brièvement une capitale politique. Elle polarise les flux de matières premières, comme le bois, par exemple, mais pas le fer, justement. Alors, je terminerai rapidement sur ce fer, puisqu'on arrive pratiquement à l'heure. En fait, pour mieux comprendre cet espace transpyrénéen qui facilite une convergence culturelle des liens politiques humains anciens, nous devons envisager un espace de marché qui allie production et commerce distincts, aux aires spécifiques qui sont interconnectées grâce à une médiation de spécialistes, de financeurs et de marchands. Notons que ces 3 types d'activités peuvent se mêler, se confondre comme se distinguer. En effet, un des caractères de cette économie médiévale est une spécialisation et une professionnalisation déjà visible, mais qui n'est pas généralisée. Mais ces secteurs restent justement des marchés distincts. L'interconnexion, pourtant en partie effective, dépend de certains opérateurs,
faut aussi noter que dans cet espace, une polarisation des espaces ruraux à travers le financement et le commandement urbain n'est pas nette. En tout cas, ça ne se passe pas comme en Italie. Et ce fait, c'est particulièrement remarquable dans l'industrie du fer qu'a décrit Catherine Vernat. Et ce que met également en avant Catherine Vernat, et je pense que c'est très fondamental, c'est le lien entre ce qu'on appelle production artisanale et production industrielle. En fait, artisanat et industrie restent entremêlés. Et les secteurs métallurgiques et drapiers, bien développés dans les Pyrénées, offrent ces produits en nombre important, normés, réguliers, dont la qualité et l'ampleur permettent des filières d'industrie. On les voit à Perpignan avec des ballots scellés. Et ils sont exportés sur des marchés internationaux. Mais l'usage de la mécanisation grâce à l'industrie hydraulique exige un capital substantiel, mais c'est là que le modèle médiéval est remarquable, et pas seulement pyrénéen, mais on le voit très bien dans notre documentation. Certaines familles et des groupes d'associés peuvent financer ces activités, même si c'est un peu dur pour eux, même si c'est beaucoup pour eux. Et ils y réussissent non pas à travers des systèmes fixes et pérennes de société, mais à travers des montages, des associations ponctuelles renouvelées où ils peuvent pallier le risque et le manque de capital par la multiplicité des apports croisés, de petites sommes. L'alliance de la rente et du bénéfice permet à certaines élites des espaces ruraux et montagnards de ne pas nécessairement devoir passer sous la domination des bourgeois des grandes villes, ici Perpignan, et même Barcelone. Parallèlement, ces hommes peuvent être aussi des spécialistes et des artisans qui fournissent les produits nécessaires au village. Et on pourrait citer Catherine Vernat, mais je vous renvoie à son ouvrage, puisqu'il me reste 2 minutes. On pourrait prendre également l'exemple des libri de Victorum Firmitatis et Extraneorum au sujet du pastel et de la Garance. Mais je vais conclure en revenant au maître qui a peut-être initié les études transpyrénéennes, Philippe Wolff. Dans la conclusion des Marchands de Toulouse, il détaille les faiblesses de cette ville qui, selon lui, n'a pas su exploiter sa situation, demeura une capitale régionale, dont la production était issue de l'espace rural mal développé, et j'en passe. On peut se demander s'il n'était pas un peu trop marqué par l'influence d'Henri Pirenne et par une analyse qui a mis longtemps en avant les grands marchands, surtout à partir de la vision italienne, et le grand commerce international, la naissance du capitalisme. Et s'il n'était pas trop marqué par la production industrielle telle qu'on l'a pensée au XXe siècle. En fait, si Toulouse ne parvint pas à s'affirmer véritablement dans l'espace transpyrénéen, si Barcelone regardait plus vers la Méditerranée, les Piémonts et la montagne des Pyrénées dessinent bien un espace que nous devons reconsidérer, tant pour comprendre sa place dans l'économie médiévale, que pour saisir toute la richesse heuristique de ce terrain qui reste à dessiner et qui nous apportera sans doute beaucoup, en tout cas à nous médiévistes. Sans aucun doute, faudra-t-il renforcer les liens entre les institutions des deux côtés des Pyrénées pour envisager une recherche qui irait au-delà de la méthode comparative, qui est déjà d'un apport suffisamment intéressant. Voilà, je vous remercie. Moltes gràcies, senyora Danjan, per aquest esforç de plantejar un estat de la qüestió, no? I obrir algunes vies. S'ha centrat sobretot en el tema dels mercats i les fires, però ha fet un esforç que crec que és remarcable i que quan el puguem llegir amb atenció, doncs, publicat, segur que ajudarà a obrir noves vies i posar en relació treballs que es duen a terme aquí també. No és la meva especialitat i no puc entrar-hi. Si algú del públic té interès en algun aspecte, ara seria el moment. Si no, passaríem a la segona ponència. No sé si ell ens sent. Sí? Ens sent? Claude? Oui. Bon, d'acord. He trobat interessant
és d'interrelació o de jerarquia d'aquesta relació econòmica. Oui, une hiérarchisation, disons, on peut voir évidemment une hiérarchisation très grossière, très globale. C'est sûr qu'il y a en fait, j'ai envie de dire, la grande ville de Barcelone qui domine cet espace. Et en effet, l'espace méridional toulousain, montpellierin, aussi narbonnais, qui se voit au fond repoussé. Je pense qu'un lien entre le politique et l'influence du tracé de la frontière, au fond, politique, et l'économique est d'un grand intérêt dans la création de cette hiérarchie qui au fond va contredire tout le passé et tous les liens entre les hommes qui subsistent. De ce point de vue, c'est vrai que la thèse de Margot Coste a ouvert beaucoup de voies. Bon, je suis un peu à partie pris parce que c'est mon étudiante, mais bon, tant pis. C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Mais au-delà de cette question de la hiérarchie, je pense que le plus notable pour la période médiévale, c'est justement d'observer comment ces espaces de production de matières premières et de fabrication de produits à travers une industrie médiévale, qui n'est pas l'industrie telle que les contemporanéistes la décrivent, est particulièrement intéressant, peut-être plus que le côté politique justement, parce que là, à travers cet espace transpyrénéen, on tient tous les paradoxes de ce qu'est la période médiévale, du moins entre le XIIe et la fin du XIVe, le début du XVe siècle, je dirais jusqu'au tremblement de terre, vous voyez. Et ainsi, on pourrait aller plus loin, enfin, c'est un peu notre projet, nos espoirs là, dans notre équipe perpignanaise de médiévistes, essayer de voir comment ces divers marchés s'interconnectent plutôt que se hiérarchisent. Moi, une vraie hiérarchie, pour l'instant, je ne la vois pas. Mais bon, je n'ai que une vision peut-être trop fragmentaire. Si on va dans le détail, je pense que justement, on dépassera cette idée d'organisation très, très hiérarchique des marchés. Le Moyen-Âge, c'est une période beaucoup plus, comment dire, je dis à mes étudiants, c'est un monde grumeleux. Le monde contemporain, ce serait une pâte à crêpes réussie, si vous voulez, pour une image très grossière. Et le monde médiéval, voilà, ce serait. Il y a un marché. Il n'y a pas un grand marché, il n'y a pas un grand marché mondial, bien sûr. Il y a un marché méditerranéen, et même les petits paysans ruraux des montagnes sont dans ce marché. Mais on a des échelles qui se. C'est pas des échelles emboîtées, c'est des échelles qui s'entrecroisent, voilà, les unes sur les autres. Merci. Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció, alguna altra pregunta, comentari? Doncs moltes gràcies i continuem endavant amb la segona intervenció. Marc.